Bienvenue à l'édition spéciale de ce dimanche. Nous voulons exclusivement parler de la situation de la Russie en Ukraine. Vous savez, c'est une guerre qui commence à dégénérer, à prendre d'autres tournures, tant au niveau international qu'au niveau diplomatique international, il faut le dire comme ça. Est-ce que il y a des États qui doivent rester encore indifférents vis-à-vis de cette situation qui commence à dégénérer? Tous les États se prononcent finalement, chacun avec devoir de réserve, mesurant ses capacités d'implication et de participation à cette guerre qui devient pratiquement bipolaire. Mesdames, Messieurs, nous devons réfléchir avec beaucoup de tact, de manière à dégager plusieurs zones d'ombre relevant, à l'impulsion, à l'agent causal de cette guerre entre Russie et l'Ukraine, qui ont une histoire commune, qui ont plusieurs cultures communes, un passé commun pratiquement, mais aujourd'hui, on est en train de sentir, des avancées très significatives en termes de guerre. Les informations de ce matin sont telles que les éléments russes ont accédé à la capitale ukrainienne, je voulais le dire comme ça. Est-ce qu'adviendra-t-il la sécurisation de la population, les dispositions prises par les autorités de chaque État pour sécuriser les compatriotes de ces côtés? Nous avions entendu ici une fameuse réunion de crise avec plusieurs agitations par le gouvernement conduite par Patrick Mouyaya. Je parle de la réunion jusqu'ici. Aucune résolution, aucun rapatriement de nos compatriotes. Est-ce que nous devons continuer à vivre dans cette situation de mégalomanie, de folie, de grandeur? Qu'advient-il pour les Congo? Est-ce que la guerre entre Russie et l'Ukraine peut impacter l'Afrique et particulièrement les Congo? À quel degré? Bienvenue à cette édition spéciale, mesdames, messieurs. Nous sommes exactement 27 février 2022 ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans nos installations de CML13, nous sommes en direct pour réfléchir sur cette question. C'est une édition spéciale avec M. India Omari. Bienvenue. Merci. Bonjour et bon dimanche à vous, M. Louis-France Ouzekissa. Merci, M. India Omari. Je rappelle que vous êtes un analyste stratégique. Vous êtes un fin stratège internationaliste de surcroît. Vous avez plusieurs informations stratégiques à partager avec les Congolais sur la question liée à la guerre qui est en train de prendre une tournure, inquiétante entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, planter les décors, India Omari, d'où part la situation et pourquoi ils en sont là. Qu'est-ce qu'il faut jusque-là pour arrêter l'hémorragie? Bon, ce qu'il faut connaître, c'est de faire un demi-tour sur l'histoire des relations internationales. Donc, il faut... les communs des mortels voient la guerre et ils viennent rapidement pour faire des conclusions hâtives. Les uns disent que non, mais écoutez, avec ce que nous sommes en train de voir, nous risquerons de vivre les mêmes spectacles ou spectres, soit de la Première Guerre mondiale, soit de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'Ukraine d'abord, il faut d'abord situer l'Ukraine, situer aussi la Russie, et savoir, bon, l'Ukraine, ce pays vient d'où, son parcours, pourquoi il y a des enjeux aujourd'hui stratégiques d'ordre international et comment analyser. Et pour mieux analyser, il faut faire les BEP. Le BEP, c'est-à-dire C'est-à-dire bornage, pour nous qui avions fait les analyses stratégiques, il faut faire les BEP, donc bornage, exhaustivité et problématique. Donc c'est dans les analyses des enjeux stratégiques internationaux, il faut qu'on arrive à chaque fois, il y a des problèmes en termes de la géostratégie, parce que ça, ce sont les études de guerre qu'il faut pour pouvoir donner de la matière à notre population. L'Ukraine vient de la Pologne.
c'est une partie de la Pologne. Mais cette partie est très fertile. Et je voulais juste dire à nos amis que s'il faut rentrer en arrière vers le XVIIIe siècle, entre 1793 et 1795, lorsqu'on avait fait le partage de la Pologne, on avait avec l'Ukraine se trouvait entre les deux empires, c'est-à-dire l'empire russe et l'empire autrichien. Vous savez, l'empire autrichien, c'est Berlin, la partie, vous allez trouver dans cet empire, il y a pratiquement une grande partie. La partie, vous voulez parler de la partie nord? Oui. Il y a l'Hongrie, il y a la République tchèque, il y a Slovaquie, il y a Slovénie, il y a Croatie, il y a une partie du nord de l'Italie, au fait, qui était dirigée dans les temps par l'empereur François, que vous connaissez, vers pratiquement 18e siècle. 19e siècle. C'est en 1860. À l'époque où pratiquement l'empereur était, quand on avait partagé, la Russie, la fédération, donc la Russie a eu la partie Ukraine. Et c'est pratiquement l'Ukraine et la Russie, c'est le même peuple, presque. Vous allez retrouver aujourd'hui, même si vous allez en profondeur en faisant des recherches, parce que nous, si nous sommes en train d'analyser aujourd'hui, c'est grâce à nos amis qui sont en Ukraine, nos amis qui sont en Russie, nos amis à qui nous avons étudié ensemble au niveau de l'OTAN, qui nous fournissent un peu quelques informations par rapport à au paradigme actuel. Je parle du paradigme, donc la configuration, la vision du monde actuellement qui quitte le monde unipolaire vers le monde bipolaire ou multipolaire, que nous allons peut-être au cours de cette émission exploiter. Au cours de cet exercice qui est complexe. Alors, vous avez dit, oui, ce sont deux États qui ont une histoire commune, qui sont pratiquement le même peuple. Exactement. Mais quels sont les enjeux d'ordre international qui amènent à deux États ayant le même peuple, partageant la même culture, la même histoire du passé, en arriver aussi à des guerres et à des échanges de tirs directement? Qu'est-ce qui peut amener des États frères à ce niveau de choses? Bon, il y a un problème de contrôle de l'espace. Contrôle de l'espace. Oui, contrôle de l'espace. Je vous remets encore à l'histoire. Allons rapidement. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, en pleine guerre, vous allez vous rendre compte que c'était la première fois que l'Ukraine se déclare le pays indépendant. Et plus tard, en 2018, il y a eu la Galaxie orientale qui a aussi suivi les mouvements de l'Ukraine. Et toujours en pleine, lorsqu'en 1917, l'Ukraine a proclamé qu'il était un pays indépendant. En 1918, l'armée rouge est venue envahir pratiquement l'Ukraine. Et vous allez vous rendre compte, en 2020, la Pologne, à son tour, c'était pendant la guerre, vous savez, là il y avait déjà la fin de la guerre, en 2020, la Pologne est venue envahir pour récupérer son ancien territoire, parce que c'était une partie de la Pologne. Mais là-dedans, c'était... Approchez-vous de votre micro. Oui. Approchez votre micro. Là-dedans, c'était une terre fertile qui contenait pratiquement beaucoup de minerais. C'est pratiquement la 4e puissance en termes de ressources naturelles du monde.
l'Ukraine. L'Ukraine, à son sein, il a la réserve, donc je peux dire la première réserve des minerais d'uranium à l'espace européen. C'est la première réserve. Et elle est aussi la deuxième réserve en termes de titane. Donc c'est un autre minerai titane. Et l'Ukraine est la réserve mondiale des minerais de manganèse. Nous avons... Déjà, ce sont les richesses qui s'inscrivent dans la première catégorie des richesses les plus valeureuses ou vendues du monde. Vous voyez déjà quand vous regardez l'uranium, vous regardez, et puis dans la géopolitique, regardez là où il y a les matières, les minéraux comme l'uranium. Ce sont des terres à guerre. Oui, les terres, c'est-à-dire le monde entier regarde. Et le monde entier a un regard de convoitise. Contrôle. Très bien. Au fait, quand vous allez plus loin, en 1922, même le phénomène ici qu'on appelle l'URSS, mais avant, l'URSS a été créé comment? Dans le temps, c'était l'Ukraine RSS. C'est comme ça qu'on appelait l'Ukraine RSS. Et c'est comme ça que nous, à chaque fois, quand l'Ukraine voulait proclamer son indépendance, la Russie venait envahir l'Ukraine. Et la Russie considérait toujours, même quand on a créé l'URSS, d'abord, c'est l'Ukraine qui est parmi les pays fondateurs de l'URSS. Très bien. Parce qu'on appelait dans le temps, même le mot URSS là, vient de l'Ukraine. C'est-à-dire, au début, était l'Ukraine URSS, c'est-à-dire République. Donc c'est la composition de l'Ukraine et puis la Russie qui ont fondé l'URSS, mais avec le grand concours de l'Ukraine. De l'Ukraine. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, même la configuration des officiers, donc des généraux, ceux qui sont des stratèges aujourd'hui au niveau au fait du Kremlin, ils viennent de l'Ukraine. Quand vous regardez même les souches de Poutine, vous allez vous rendre compte que non, un de ses parents provient je peux dire, de cette partie-là. Donc, il y a des liens tellement étroits. Et ces liens-là, aujourd'hui, la Russie a toujours considéré que l'Ukraine est une fédération. C'est comme nous avec la Belgique. Tu vois? Et la Belgique a toujours demandé à la France, aux États-Unis et les autres que non, écoutez, vous n'allez pas vous en passer de moi. C'est un pays à qui moi j'ai colonisé. Et laissez-moi, si vous aviez, moi j'ai... C'est revendiquer un peu la paternité. La paternité. Très bien. Et c'est la même chose avec ce que nous vivons. Nous sommes en train de vivre avec pratiquement l'Empire. Je peux dire peut-être la reconstruction de l'Empire. Monsieur India Omar, c'est très important en rappelant l'histoire. Maintenant, nous en sommes devant les faits. Les faits sont tels que, au regard de l'histoire ici rappelée par vous, au regard... de tous les faits du passé ayant mis ensemble des États, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine, appartiennent au passé. Désormais, l'Ukraine et la Russie se regardent en chef de faïence. Nous sommes dans une guerre déclarée. Alors, nous voulons partir maintenant de la raison. Vous aviez parlé de l'exploitation, de raison des sols que garde chaque État en matière de richesse. Mais aujourd'hui, si, au regard de vos recherches, quels sont les éléments majeurs qui ont amené les deux États finalement à déclarer la guerre, aussi cette guerre qui implique le monde entier, qui fait regarder le monde entier alors qu'on devrait se regarder en frères. Cette question devrait être réglée au niveau même du Conseil de sécurité des Nations Unies, même des Nations Unies, même de plusieurs structures, de plusieurs organisations internationales dûment ratifié par le deux États, mais non, cette fois-là, c'est la guerre. Selon vous, on est parti de quelles raisons, de quelles problématiques? Vous les aviez citées. Non, mais écoutez, on est parti d'abord de l'ancienne configuration de l'URSS. C'est-à-dire qu'il y a l'URSS qui a été créée en 1922 et qui a été dissoute
en 1991. Vous connaissez cette histoire. Et avant 1991, l'Ukraine avait déjà eu son indépendance en 1990. Donc aujourd'hui, l'Ukraine est en train, ça fait 30 ans qu'il est... C'est un État juridiquement considéré et reconnu. Ouais. Et puis vous allez voir, à partir des années 90, il y a eu un problème de légitimité qui a amené l'escalade que nous sommes en train de vivre. La Russie a toujours voulu contrôler l'Ukraine. En fait, l'Empire autrichien a aussi, donc l'Europe, quand je parle de l'Empire autrichien, je vois l'Europe. L'Europe a toujours voulu, compte tenu des potentialités que l'Ukraine a, l'Europe a toujours voulu avoir l'ascendance sur, contrôler ces pays. Et aujourd'hui, avec l'évolution, à chaque fois qu'il y ait un pro-russe au pouvoir, et l'Europe a toujours voulu qu'on parle de la démocratie depuis l'affaire de Tchernobyl, que vous connaissez bien, l'explosion qui s'est passée à chose. L'Europe a toujours avoir un contrôle sur cet espace afin de pouvoir contrôler les recherches scientifiques qui sont menées au niveau de la Russie. Et aujourd'hui, ce que vous êtes en train de connaître, c'est que depuis après 1991, c'est des crises en crise. Nous sommes en train de passer des crises en crise. De cette guerre a déjà eu des précédents. Des précédents. Et des précédents fâchés. Très bien. Parce que, rappelez-vous, quand il y a eu les premiers dégâts de Tchernobyl, oui, c'est l'Europe. Donc cette fumée-là a envahi l'Europe et a commis des dégâts. Nous sommes arrivés même à des bulbes qui a essayé de créer même une crise au niveau mondial à cause de l'explosion de cette fumée-là qui venait de la centrale radioactive. Ça a paralysé. Aujourd'hui, comment nous sommes arrivés à ce niveau? Très bien. Je voulais rentrer un peu en arrière, de 2008, en passant par de 2008, en passant par 2014, avec la crise, l'annexion de la Crimée. Rappelez-vous que l'Ukraine a toujours voulu qu'il adhère à l'Union européenne. Mais il y a eu un peu de difficultés, dont certains présidents de ces conseils-là ont dit que non, il faut attendre 30 ans. Il faut attendre 30 ans pour que l'Ukraine accède. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux régimes actuels, il y a eu un pas vers de vouloir concrétiser l'adhésion de l'Ukraine vers l'Union européenne. Très bien. Bon, de retour au niveau de Poutine, Poutine pense que l'Ukraine, c'est une ancienne fédération, ne peut pas partir avec, ne peut pas adhérer surtout à l'OTAN. Parce que la difficulté ici, c'est adhérer à l'OTAN. Et pour Poutine, l'Ukraine qui a des potentialités naturelles, s'il ose d'adhérer à l'OTAN, il va céder quelques espaces ukrainiens pour que l'OTAN utilise les bases. Alors, je vous garde. On va demander un élément à la régie. Oui. Je vous demande de mettre une petite pause de manière à ce que nous puissions maintenant, cette fois-là, après l'histoire, nous allons entrer dans les conséquences qu'entraîne cette guerre jusqu'ici, aussi les implications des autres États et organisations internationales depuis il y a 48 heures, depuis que cette guerre a été déclarée par la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, que la régie nous balance le premier élément que nous allons exploiter en matière de conséquences qu'a entraîné ou qu'entraîne cette guerre-là de la Russie et l'Ukraine.
J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui, depuis 8 ans, souffrent de brutalité et de génocide de la part du régime de Kiev. Et pour cela, nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l'Ukraine. Kiev, la capitale de l'Ukraine, s'est réveillée dès l'aube sous les bombardements de l'armée russe. Des bombardements qui ne visent que les bases militaires et non la population, tel qu'annoncé par le président russe Vladimir Poutine. L'on signale la progression de l'armée russe sur le sol ukrainien. Si la Russie déclare avoir bombardé toute la protection aérienne de l'Ukraine et avoir tué une quarantaine de militaires ukrainiens, l'Ukraine, à son tour, dit avoir tué une cinquantaine dans le rang de l'armée russe. Nous avons rompu les relations diplomatiques avec la Russie. L'Ukraine se défend et ne renoncera pas à sa liberté, quoi qu'en pense Moscou. Les tractations et déclarations fusent de partout. La France a même convoqué le Conseil de défense. La Chine semble compatir avec la Russie en refutant même le terme évasion. L'OTAN accuse Moscou d'user de la force pour réécrire l'histoire et l'OTAN protège ses membres. Clairement, ce qui s'est passé ces dernières heures montre que la Russie, malgré tous nos efforts diplomatiques déployés et malgré notre message clair de sanctions économiques, a décidé une nouvelle fois d'envahir l'Ukraine. Entre-temps, Kiev alerte sur une deuxième vague de bombardements russes. Des multiples sanctions contre la Russie produisent déjà des effets d'une guerre économique avec la flambée de prix de gaz, du blé, de maïs et un baril de pétrole qui revient aujourd'hui à 100 $ américains. Ce conflit risque de se généraliser dans le monde car le bipolarisme se dessine sur la planète Terre. Merci. Je reviens sur ces plateaux, mesdames, messieurs, vous suivez l'édition spéciale. Je suis avec M. India Omari, un analyste stratégique. Avec lui, nous sommes en train de discuter de la guerre déclenchée ou déclarée entre la Russie et l'Ukraine. M. India Omari, j'ai retenu deux concepts qui tournent mon esprit. Il s'agit ici de la démilitarisation et de nazification. Nous allons démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Il s'agit de la position qu'adopte un chef de l'État vis-à-vis d'un autre État indépendant. Est-ce que, de par le monde, il faudrait que chaque chef de l'État use quand même de telles postures pour finalement régler certaines questions au niveau international? Vous le savez, qu'on reviendra sur la question de la RDC qui est aussi victime de plusieurs provocations. Poutine parle, lui, de provocations dont son État a été victime. Il n'a fait que rétorquer, il n'a fait que réagir à une provocation. Est-ce que c'est l'attitude qu'un chef de l'État devrait avoir au niveau international pour régler certaines questions, ou il a juste question, il a été question de la frustration qu'un État a eue et finalement, au regard des précédents, la guerre a été déclenchée? Bon, écoutez, je crois que nous sommes d'accord avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure quand il parle de la démilitarisation, c'est-à-dire... Aujourd'hui, la présence de l'OTAN signifie la militarisation. C'est-à-dire qu'on vient, qu'est-ce que ce pays va devenir? On vous dépouille et on dépouille votre armée. L'OTAN a besoin de venir militariser l'espace ukrainien pour avoir le contrôle. Et la Russie a besoin de venir démilitariser. Et quand la Russie parle de dénazifier, il voit l'Allemagne. Très bien. Il voit l'Allemagne. Pour toute analyse, il va comprendre que non, écoutez, le pays qui est proche aujourd'hui, la puissance qui est plus proche en termes de voisins, les plus voisins, même si entre l'Ukraine et l'Allemagne, il y a quand même la Pologne qui est là. Au fait, mais vous devez savoir que non, même avec l'histoire, à chaque fois
que l'Allemagne venait défier l'armée, aller même jusqu'au KGB, il passait par la Pologne. Mais Oui. en parlant de ça, une petite virgule que Oui. je voulais placer, c'est que déjà en déclenchant la première bombe nucléaire par Poutine a parlé de déviser. Il dit que quiconque voudrait s'interférer à ce que nous faisons, la réponse de la Russie ne tardera pas. Et nous allons répondre de la manière la plus inattendue possible. Est-ce que Poutine est en train de viser certains États finalement et que l'Ukraine n'est que un tremplin, que le visé sont ailleurs? Non, il vise la Finlande, il vise la Roumanie, il vise l'Allemagne. Un peu les États-Unis aussi. Non, il vise aussi... Non, en fait. Ils sont dans une coopération, ils visent... Parce que tout de suite, on a vu quand cette guerre a été déclenchée, je ne vous coupe pas la parole, on a vu le premier à réagir, le deuxième à réagir après Macron, c'était le président américain. Macron, c'est quelqu'un qui fait des bruits. Qui fait des bruits. Le gars, il est, en fait, c'est un stratège et il est idéologue. C'est-à-dire cette guerre est au même moment idéologique et politique. C'est-à-dire une guerre stratégique, une guerre aussi politique. Regardez ce qui se passe ici avec la guerre de communication. Et vous regardez aujourd'hui avec la façon dont le président Poutine est en train de procéder dans la guerre. Il dit, il avance, il prend. Quand vous regardez comment atteindre l'Ukraine, il passe par la Biélorussie et il passe par la mer Noire. Parce qu'il n'y a que les deux endroits où il peut passer pour aller attaquer pratiquement l'Ukraine. Et il l'a fait dans une rapidité terrible. Quand il est arrivé en Ukraine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré l'aéroport et les aérodromes pour que les approvisionnements ne viennent pas. Et d'autres ont été consumés. Oui. Pour que les approvisionnements... Et il attaque. C'est comme ça que lui là, pour qu'il va vers une autre communication qu'on appelle les droits de l'ingérence. Il parle de, opération militaire spéciale. Lui, il ne parle pas de la guerre. Il ne veut même pas qu'on parle de la guerre. Pour lui, c'est en quelque sorte une opération militaire. Il vient aider aux rescousses de ses frères en voulant que cette partie-là ne soit pas une partie militarisée qui peut avoir des effets néfastes dans les générations à venir. Mais quelle différence fait-il quand il parle de l'opération spéciale du moment où il s'agit d'un État qui s'élève contre un autre État sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire? On parle de la guerre, mais pourquoi il évite les concepts de guerre? Bon, mais ce sont des concepts de relations internationales, droit d'ingérence. Il est dans l'optique des droits d'ingérence. Il vient, pour lui, il vient aux rescousses. Mais il attend quoi? En fait, d'un régime, il considère les régimes là comme un régime autocratique. Et c'est comme ça que non, pour lui, il cherche, quand il se demande les négociations, c'est pour faire partir le régime et mettre un régime démocratique que lui souhaite. Il a dit qu'il n'a rien à voir, il ne va imposer à personne quoi que ce soit et quoi que ce soit à personne. Il s'agit ici de la protection du peuple riche. Point barre. Non, mais c'est vraiment une communication stratégique. Il est dans une communication stratégique. Son but, c'est quoi? Il y a un pro-occidental qui est à la tête du pays, qui veut installer un régime pro-occidental. Et il considère toujours que non, l'Ukraine, même quand il y a eu des éclatements en 2014, jusqu'à prendre la Crimée et les autres villes, c'est à cause de la même histoire. Il veut, pour lui, il ne veut pas, il suppose que si l'Ukraine va vers l'OTAN, bon, l'Union européenne, c'est admissible.
Parce qu'il est, il est voisin de la Roumanie. Et au fait, des Finlandes. La Finlande est pratiquement pays européen. C'est dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne. Mais comme la Finlande, il n'y a pas de militarisation, l'OTAN n'a pas d'intérêt. Le pays est encore calme. Ici, l'OTAN a l'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des enjeux, comme je vous ai expliqué ici, des matériels et des matières stratégiques qui peuvent entraîner des escalades dans le temps. Et surtout, vous êtes au courant que il y a une invention de Satan 2, un missile pratiquement balistique nucléaire qui peut atteindre l'Angleterre dans 14 minutes, et dans plus ou moins 14 minutes, l'Allemagne plus ou moins 6 minutes, et en fait, le monde entier, il a une vitesse de 25 000 km par heure. Donc, le missile est hypersonique, qu'on appelle Satan 2. Donc, cette expérience-là, l'invention-là, de ces missiles-là, fait en fait apparaître les idées pratiquement aujourd'hui. Mais est-ce que Poutine a besoin de devenir la première puissance mondiale? Ben, écoutez, aujourd'hui, il est... Parce qu'on apprendrait que la question de la puissance mondiale est maintenant discutable au regard des inventions nucléaires que les États ont développées, notamment la Russie, qui s'est dit, les États-Unis d'Amérique ont connu un retard de plus de 3 ans d'invention. Par conséquent, Poutine, lui, s'est préparé pendant près de 5 ans d'invention et de stock, de manière à mener une guerre de plus de 25 ans sans faire recours avec un autre État. Est-ce que, n'est-ce pas là l'objectif de créer une crise et s'autoproclamer la première puissance mondiale? Non, ce n'est pas une question de s'autoproclamer. La Corée du Nord a une bombe nucléaire aujourd'hui. L'Allemagne a une bombe nucléaire, la France a une bombe nucléaire, l'Israël, nous avons la Turquie, nous avions pratiquement l'Inde, nous avions... Mais la Russie dit que ce n'est pas la même proportionnalité des capacités. C'est ça, je dis. Je suis en train... Le gars est extrêmement malin. Regardez, de 2018 à 2022, en 2018, il avait à peu près, dans la réserve d'échange, 408 milliards. Et aujourd'hui, il est passé de 408 milliards à 630 milliards. Donc, c'est un exploit terrible. Il s'est fait ignorant, il s'est fait bête pour que les gens ne s'intéressent plus à ce qu'il fait. Au moment où il était sous embargo, depuis 2014. En fait, embargo de l'Occident. Mais au même moment, il a fait un grand effort. Il devient aujourd'hui le premier producteur et explorateur et exportateur du bleu. Aujourd'hui, c'est Poutine, donc c'est la Russie qui fait nourrir l'Europe entière. On est en train de parler de la crise alimentaire au moment où il y a la guerre. J'ai dit, la Russie aujourd'hui, c'est la Russie qui fournit pratiquement le bleu. Or, dans cette guerre aussi, c'est la Russie aujourd'hui qui fournit le maïs. Donc, dans cette guerre ici, l'homme s'est beaucoup préparé. Il sait qu'il a l'uranium, qu'il a en fait les maïs, qu'il a les bleus, qu'il a les gaz, qu'il a les pétroles. Et c'est comme ça que donc, vous avez vu en termes de pétrole, les pays de l'OPEP étaient hésitants. Même le gaz. Oui, non, même d'abord les pays de l'OPEP étaient hésitants. Pourquoi? Parce que quand ils sont allés pour voter au Conseil de sécurité, l'Émirat arabe qui nous a donné 30 blindés que nous n'avons pas, et plusieurs ambulances que nous n'avons pas encore vues. Les ambulances qu'on a vu chanter ici sur les réseaux sociaux, les ambulances arrivées. On reviendra sur ça. Sur la répercussion de la crise en Ukraine, ici en République démocratique du Congo. Que les Émirats arabes ont émis des réserves. Oui. Et la Chine, connaissant les relations qu'il a aujourd'hui avec sont des alliés. Oui, des alliés, la Chine
a refusé catégoriquement de rejoindre pratiquement les Occidentaux. Et on dit l'Allemagne aussi. Pas l'Allemagne. L'Allemagne dit non, que... non, l'Allemagne avait voté au Conseil. L'Allemagne a aussi émis des réserves pour des raisons de gaz que fournit la Russie. Non, l'Allemagne, il y a eu un nouveau paradigme, donc un paradigme. Donc il y a un changement de paradigme aujourd'hui. Ce matin, l'Allemagne a accepté de faire retirer au fait la Russie de quelques banques russes du système SWIFT. Donc, il y a en fait un changement de paradigme. Au niveau, aujourd'hui, l'Allemagne a même accepté qu'on essaye de faire monter les budgets de l'armée, outre les 50 milliards, il va faire passer des 50 milliards en ajoutant 100 milliards, c'est-à-dire ça sera un budget de 150 milliards. Donc les gars étaient préparés. En fait, les gars, mais voici la question. Quand vous regardez, vous savez, quelqu'un qui a été soumis dans un embargo et il a saisi cette opportunité pour devenir grand en termes de recherche. En termes, par exemple, de l'agriculture, il s'est fait une puissance. Et en termes, par exemple, c'est-à-dire que non, ceux qui pensent que Poutine va échouer dans, en fait, ce qu'il est en train d'entreprendre comme démarche, je pense que non, ils sont en train de, s'ils n'analysent pas bien, ils sont en train de, en fait, de ne pas mieux raisonner. Mais voici la question, monsieur India Omar. Attendez que je vais... Attendez. Oui, terminer. Quand vous regardez la communication de Poutine, il cherche, s'il voulait prendre en détruisant l'Ukraine, il pourrait le prendre déjà depuis vendredi. Depuis vendredi. Parce qu'il était déjà dans l'Ukraine. Et puis les troupes sont entrées aujourd'hui. Non, mais il y a les saboteurs, il avait déjà envoyé les saboteurs. Ce sont les parachutistes qui viennent pour saboter. Oui. On devait déjà détruire. Apparemment, il a aussi des réserves. Il a des réserves pourquoi? Pour Poutine, il y a un piège. Macron a parlé avec Zelensky, donc le président ukrainien, pour faire une sorte de bouclier humain. L'Occident veut montrer à la face du monde que non, cette guerre-là est un massacre. Et c'est comme ça que non, et en armant la population civile avec les cocktails Molotov, tout ça, et lui évite qu'il y ait massacre. C'est comme ça qu'il est en train de contourner. Il est à Kiev, mais il distrait Kiev, il prend d'autres villes au sud. Il distrait Kiev, il va vers le nord, il prend d'autres villes. Tu vois sa stratégie. Et enfin, il va contourner et mettre pratiquement en fait avoir les le autres contrôle de l'Ukraine en étau pour pouvoir négocier. Lui, son problème, ce n'est pas peut-être en fait arriver. Il sait que non, la guerre peut prendre beaucoup de temps. Vous savez, Clausewitz, en stratégie, il dit toujours que la guerre est une autre forme de faire la politique. C'est le commencement de la politique par d'autres finalités. Donc, et quand vous regardez aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que non, Poutine est en train d'éviter. Mais voici la question, parce que l'information de ce matin est que on a tenté la négociation, parce que ça, ce sont des éléments nouveaux de ce matin. L'Ukraine est disponible à faire la paix, la Russie aussi, mais l'Ukraine a posé des préalables pour dire nous n'allons pas négocier en posture de faiblesse. C'est-à-dire quoi? Nous n'allons pas négocier dans un État qui a participé indirectement à cette guerre, où l'État... Biélorussie. Biélorussie, où l'État allié à la Russie, on ne va pas le faire parce que cette fois-là, la crainte est que Poutine est capable de négocier avec vous, avec l'arme sur la table.
et vous dit, si vous ne faites pas ça, voici ce qui va arriver. Donc voilà pourquoi le président ukrainien dit, nous sommes d'accord pour faire la paix, mais que la paix soit faite en dehors des États concernés par cette guerre. Mais voici la question que je vais vous poser, M. Ndiaye. L'agitation du monde entier. Parce qu'il s'agit ici d'un État qui s'est levé pour défier tous les États. Il s'agit d'un président qui s'est levé pour défier toutes les grandes puissances. Les États-Unis concernés, l'OTAN concernée, vous prenez l'Europe avec la France à la tête. Mais comment tous ces États qui ont beaucoup menacé, avec plusieurs sanctions, mais n'arrivent pas à s'allier derrière l'Ukraine pour finalement s'opposer frontalement à la Russie? Parce que vous savez, je vais rappeler les 2 dernières déclarations d'il y a 2 ans des États-Unis d'Amérique qui regardaient la Russie avec un très mauvais œil, qui était même, la Russie était la cible des États-Unis d'Amérique. Mais voici l'occasion où il faut faire la démonstration de puissance pour que finalement, qu'on sache que derrière l'Ukraine, au-delà de tous les soutiens, on peut mener la guerre et on peut déstabiliser la Russie. C'est quoi la crainte de faire des réserves, des reculs, au lieu d'attaquer directement la Russie? Bon, de toutes les façons, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis et ses alliés ont raté les premiers rendez-vous en 2008. Ils ont encore raté lorsque la Crimée était annexée à... Je crois que c'est là où l'OTAN ou d'autres forces devraient faire la même chose. C'est-à-dire, vous devrez frapper... Est-ce qu'on n'a pas peur? Je crois qu'on a certainement peur. Pourquoi? Rappelez-vous, parce que beaucoup de gens parlent, ils oublient que nous avons déjà une jurisprudence. Très bien. L'Afghanistan a été frappé par l'OTAN et non pas l'ONU. C'est pas l'ONU. Et plus tard, on a corrigé, on a dit que non, l'OTAN était sous couvert l'ONU. Rappelez-vous. C'est-à-dire, ils ont exprimé ça comme droit d'ingérence. Vous savez ce que Poutine est en train de faire aujourd'hui? C'est une jurisprudence. Très bien. Irak, pour de fausses allégations contre au fait Saddam Hussein. On a frappé l'Irak. Ils ont utilisé toujours le principe des droits d'ingérence. Tu vois, les États-Unis et la France et les autres ont quitté. Regardez quand tu vois géographiquement la France, les États-Unis qui vont frapper en fait, et en utilisant comme principe droit d'ingérence. Parce qu'il y avait un gouvernement autocratique. Nous sommes allés, 3e fait que je vous oppose, la Libye. Toujours l'OTAN qui a frappé. On a même tué un président et les laissé nus. C'est en Afrique ici. L'OTAN. Mais aujourd'hui, mais lui aussi utilise les mêmes aspects, les mêmes méthodes pour dire que non, écoutez, nous sommes. Maintenant, aujourd'hui, il est là. C'est déjà un grand retard. Les Occidentaux ont failli à leur mission. Regardez quand on a posé la question à Biden. On dit que son administration est trop faible. Est très faible. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous regardez, l'OTAN est inefficace. L'Union européenne évolue en désordre. Parfois, c'est Choud qui refuse de retirer la Russie du système SWIFT. Et par après, il change aujourd'hui, les matins, il change la position. Quand on demande aux États-Unis, Biden refuse d'avoir en face de lui l'opinion publique interne des États-Unis. C'est-à-dire, il dit non, il n'amènera pas au fait les Américains. Mais vous êtes sans ignorer que non, il y a les Américains qui sont dans cette partie, où on a même envoyé des troupes américaines, renforcer les troupes américaines en Allemagne. Et c'est comme ça que tu as vu Poutine, qui est suffisamment informé, a dit qu'il va dénazifier
cette partie. Il va démilitariser cette partie. Parce qu'il savait que non, il y a les matériels et les militaires américains. Mais dans les langages de communication, le président américain dit que non, bon, il ne va pas envoyer les troupes. Envoyer les troupes. Or, les troupes sont stationnées en Allemagne et dans la partie sud de l'Ukraine. Donc, au fait, aujourd'hui, même quelques matériels d'ordonnancement qui sont entrés hier, qui ont été distribués aux volontaires, venaient, entrés par la Pologne, entrés par Roumanie et les autres États qui venaient des États-Unis. Donc, au fait, il a déjà compris. Il a déjà compris et il va engager la guerre. Mais en ce qui concerne la problématique des négociations, déjà Poutine est en position de force. Parce que déjà une ville, la deuxième ville, est acquise. Est acquise aujourd'hui. Et il va continuer. On ne sait pas dans combien de temps. Parce qu'il est en train... Son problème, c'est quoi? C'est de minimiser totalement le nombre de morts. Quand il vous dit que, au fait, l'erreur que le président ukrainien vient de commettre, c'est que Poutine parle de 40 morts en termes de militaires, lui parle de 50. Tu vois, il joue. Lui devait dire que non, bah écoutez, pas 50. Donc lui va se faire fort alors en étant faible. En étant faible. Au moment où il continue, à un certain moment, vous allez voir dans sa communication, outre ces inventaires qu'il est en train de faire aujourd'hui en circulant, lui qui n'est pas militaire, qui n'est pas même pas un stratège militaire, il dit, au même moment, il cherche au fait un appui, il dit que non, ben, écoutez, il s'attaque aux Européens. Pour leur montrer que non, ben, écoutez, c'est comme si, bon, lui est marionnette. Il continue à montrer qu'il est marionnette, qu'il est au service de l'Europe. Monsieur India, à votre entendement, parce que je vais clôturer cette question par là, pour la première partie, en votre entendement aujourd'hui, sincèrement, au regard du tableau stratégique en votre possession, la Russie peut être la première puissance mondiale, même avant la proclamation. Bon, écoutez, cher ami, la Russie a toujours montré ses capacités en termes... Est-ce que peut-on dire que c'est la première force mondiale maintenant? Mais, okay. Parce que c'est une force qui défie maintenant tous les grands esprits, toutes les grandes forces, et rien ne lui est opposé. Cette guerre, écoutez, cette guerre est maintenant, ça va devenir plus tard une guerre d'achat d'armes. Vous savez, c'est l'Ukraine et la Russie, quand ils étaient dans la fédération, qu'ils ont créé AK-47, qui est l'arme aujourd'hui utilisée, l'arme individuelle qui est plus utilisée, en fait, une fabrication plus utilisée dans le monde entier. Surtout en Afrique. Oui, partout. On dit ailleurs, on n'utilise presque plus AK-47. Non, mais qui accède... C'est une arme minimisée. Pardon? On dit que c'est une arme minimisée qui n'est restée qu'en Afrique. Non, mais écoutez, mais elle est achetable dans le monde entier. C'est actuellement en termes de guerre, parce que, bon, vous savez, les autres États n'ont pas l'habitude de faire la guerre. Tu sais, comme l'État comme la France, c'est beau bien qui dit que non, c'est un pays nucléaire. Mais la France vient toujours aux côtés des États-Unis. Quand les États-Unis ne veulent pas la guerre, la France, vous ne le verrez jamais. Il évite l'opinion publique internationale. Aujourd'hui, nous sommes pendant les élections, la période de campagne. Macron est en train de jouer au petit malin. Pour reporter les élections. Non, au petit malin, c'est-à-dire que non, il évite d'aller vite en besogne pour que l'opinion ne soit pas contre lui. Et c'est comme ça que non, ils sont en train plus de parler aujourd'hui qu'ils veulent communiquer dans le sens d'incriminer Poutine. Or, Poutine, dans sa démarche, il veut protéger l'espace, son espace. Il veut protéger sa population. Mais pourquoi lui, pourquoi il n'organise pas les élections? Pardon? Lui, pourquoi il n'organise pas les élections? Il est dans un dépassement des mandats aussi. Moi je ne peux pas parler. La Russie ne parle plus des élections. Non, mais écoutez, la dictature, il n'y a aucun pays au monde qui est parfait.
Non, mais au moins les cycles électoraux sont respectés en France comme aux États-Unis d'Amérique, Mais même je en crois que Ukraine. non. Mais non, mais je crois Mais que la non. Russie, on dirait que la question électorale est une question qu'on Non, mais qu'on il y a la- n'aborde plus. Hein. Je crois qu'il a fait une constitution jusque... Il vient des élections, non? Non, mais quelles élections, c'est ça le problème. Mais ça s'appelle élection. Aujourd'hui... Mais il devrait avoir combien de non, mandats? mais écoutez, chers frères, Trump jusqu'aujourd'hui continue à réclamer que les élections qui se sont Très bien. passées aux Merci États-Unis... beaucoup, ouais, monsieur India ouais, Omari. ouais. Alors, mais, voilà, mais là, en France, la même chose, il y a toujours des Alors, on doit des entrer. contentieux Merci beaucoup. électoraux. Merci. Donc, il n'y a pas une élection parfaite au monde. Donc, Normalement, il faut que le cycle soit organisé. On doit savoir. Mais c'est ça, les cycles. Même en France, même aux États-Unis, on Oui. sait que le président a un mandat renouvelable une seule fois. Mais en Russie, on ne sait pas un Non, président non, a un mandat. la Constitution a Mais renouvelé déterminé. combien de fois? Non, non, mais c'est ça. Parce le que Mais Poutine c'est la peut aller déjà au 6e ou 5e Moi, mandat. je suis en train d'entendre le bruit ici que non, on veut avoir un mandat de 7 ans. C'est-à-dire, il y a les gens de... Oh, on veut modifier la Constitution. Oui. Non, c'est un rêve. C'est un rêve qu'il faut Mais pas non, espérer. mais Alors, on je vais fait- entrer. On veut faire de l'union sacrée un roi. Ou on veut faire de ce pays une monarchie. C'est dans ce... Déjà, vous dans ce avez sens. appris, il y a des princes of Congo, vous avez appris, on va changer, on va pas changer de sujet. Non, on mais va écoute, revenir sur ça, monsieur India Omari. Je voulais... C'est difficile de vous avoir sans parler de la politique interne de la Non, RDC. non, il faut changer les paradigmes. C'est ça, le changement de paradigme. Merci. C'est Alors, aussi important. Oui. C'est aussi important pour démontrer que non, il y a des similitudes entre ce qui se passe en Ukraine avec ce qui se passe ici chez nous. Parce que nous sommes une terre fertile. L'Ukraine, c'est aussi une terre fertile. Nous avons le fer, l'Ukraine détient le fer. Nous avons l'uranium, l'Ukraine détient. Nous avons le mercure, l'Ukraine détient le mercure. Nous avons pratiquement les schistes, l'Ukraine les détient aussi. Merci. Donc nous avons des matières stratégiques et l'Ukraine détient. Quand vous allez au Mali, c'est la même chose. Quand vous allez en République centrafricaine, c'est la même chose. Notre inquiétude, c'est quoi? Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous demandons à nos autorités de faire attention, de ne pas trop commenter sur ce qui se passe. On doit entrer par ça. Attendez, je ne voudrais pas que vous puissiez anticiper, mesdames, messieurs, vous suivez l'édition, nous sommes pratiquement vers les derniers virages. Nous allons maintenant entrer à une question importante qui concerne les conséquences de la guerre en Russie ou en Ukraine, ici en République démocratique du Congo. La répercussion que le Congo peut subir, parce que nous avions entendu, nous avions suivi plusieurs déclarations. Je vais revenir encore une fois à la régie pour un deuxième élément qui pratiquement va nous conduire au dernier ou à la dernière approche de notre émission d'aujourd'hui, l'édition spéciale. C'est un dimanche, nous sommes en direct de CML 13 Télévision. Je reviens à la régie, vous nous donnez un élément, je vous reviens tout de suite. À bientôt. Dans une déclaration ce lundi soir, le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions séparatistes de l'Ukraine, tout en demandant à son armée de maintenir la paix dans ses territoires pro-russes, alors que Kiev ne veut pas l'attendre de cette oreille. L'Ukraine accuse la Russie de travailler pour la balkanisation de son pays. Donetsk et Lugansk, voilà les deux régions ukrainiennes qui se sont autoproclamées indépendantes sous la bénédiction de la Russie. Depuis plusieurs jours, l'armée russe s'est déployée sur ses frontières avec l'Ukraine pour défendre les régions séparatistes. Cette crise entre les anciennes nations membres de l'Union des républiques socialistes soviétiques a accentué l'escalade verbale entre les Occidentaux et les Russes. Pour l'Union européenne et les États-Unis, la Russie ne peut pas envahir l'Ukraine, qui se trouve être un pays souverain depuis l'éclatement de l'URSS vers les années 1989. Ce qui explique le marathon diplomatique à Moscou pour demander à Vladimir Poutine à mettre un peu d'eau dans son vin. Le président français Emmanuel Macron avait fait un déplacement en Russie la semaine dernière pour trouver une issue diplomatique
à cette crise. De son côté, l'Allemagne, après la déclaration de Poutine, selon dit, a déjà pris quelques sanctions contre la Russie. Kiev a les ambitions de faire partie de l'Union européenne. L'enjeu principal de cette crise, c'est le contrôle des régions ukrainiennes riches en pétrole entre Moscou et Kiev. Rappelons que la crise en Ukraine en 2014 avait fait beaucoup de morts et la crise avait l'allure de reproduire les aspects de la guerre froide des années 1970. Des tristes mémoires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce mardi pour statuer sur cette question. C'est parmi les raisons principales de l'annulation du voyage du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui devrait faire le déplacement à Kinshasa. Merci, mesdames, messieurs. Vous suivez édition spéciale. L'objectif, c'est de creuser et de vous donner en temps utile quelques approches, je vais dire stratégiques, concernant cette crise ou ces conflits de guerre entre la Russie et puis l'Ukraine. Alors, la situation va concerner d'abord le Congo. Je suis avec M. India Omari. Force. M. India, est-ce que le Congo est concerné par cette situation de l'Ukraine? Si oui, à quel niveau? Sinon, pourquoi? Et la deuxième question que je vous pose, c'est que nous avions suivi avec vous plusieurs agitations au début de cette déclaration de guerre par Poutine. On a vu Patrick Mouyaya convoquer une réunion de crise pour résoudre quoi? Je ne sais pas. Pour certaines langues, c'était faire venir, rapatrier nos compatriotes, passez-moi cette petite pathologie qui reste permise au sol ukrainien. Ici au Congo, jusqu'ici, aucun Congolais de l'Ukraine n'est venu. Mais cette réunion de crise était reposée sur quoi? C'était quoi l'objectif pour enfin une déclaration longue lue par Patrick Mouyaya nous donnant l'impression que les dispositions ont été prises, mais rien n'a été fait en interne. La troisième question, vous allez prendre le temps de répondre. Est-ce que le Congo a besoin d'un autre Poutine? Bon, Patrick Mouyaya, quel est le rôle qu'il joue dans l'Union? C'est un porte-parole du gouvernement. Attention, il va convoquer une réunion de crise. Il est ministre avec des le Affaires ministre, étrangères. il a dit, c'était avec le ministre des Affaires étrangères. Non, ce n'est pas lui. Si c'était, lui n'est pas chef du ministre des Affaires étrangères. Il faut voir. Le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère d'État. Il faut voir les protocoles, c'est ça. C'est le VPM d'ailleurs, c'est le vice-premier ministre. Mais non, il faut même voir les protocoles. Comment les ministères sont coordonnés. Il n'a pas ce rôle. Mais ceux qui nous regardent, ils trouvent... Mais il a quel problème, Mouyaya, lui? Hein? Je ne sais pas, bon, je ne sais pas. Trop d'agitation. Excès de zèle ou au fait où il ne sait pas exactement son rôle. Non, il est porte-parole du gouvernement quand il y a une réunion du gouvernement. Lui fait le compte rendu. Il fait le compte rendu. Il porte la parole du gouvernement sur des matières précises. Mais il ne peut pas décider sur le gouvernement. C'est le ministre des Affaires étrangères sur cette question-là, c'est le ministre qui les voit, qui regarde les axes. Mais lui, son rôle était quoi dans cette réunion prétendue? D'abord, c'est quoi cette réunion? Parfois, on les trouve, on est là où le ministre de l'Intérieur peut jouer son rôle, on les retrouve au fait à Amani, à Goma, on les retrouve. On ne sait pas quel est le travail qu'il fait. Il travail de sécurité, il est dans... On ne sait pas. Le travail de la communication, c'est pas ça ce que nous sommes en train de vivre, c'est pas ça la communication. Le travail qu'il fait aujourd'hui, c'est le travail du conseil de communication. Donc, tu vois, moi, India, j'ai dit, je peux avoir un cabinet conseil. C'est ça le travail. Il ne fait pas le travail du ministre des communications médias. Mais cette réunion de crise, je ne sais pas, je voulais comprendre. Bon, en fait, réunion de crise, ça signifie c'est quoi? du toy-boy, c'est du... C'est quoi la crise? Quelle est la part de la RDC dans cette situation? Non, nous, on a cru que, parce qu'on a vu... Il faut laisser à l'administration des affaires étrangères faire son travail. Il a dit sur demande du président de la République. Mais le président de la République, il demande au Premier ministre. C'est le Premier ministre qui... Écoutez, chacun a un portefeuille. Parce qu'ils sont contrôlés au niveau du Parlement. Sur cette demande. Il y a des choses où on peut décliner les responsabilités. Monsieur le Président de la République. Mais quand on dit on a tenu une réunion de crise, finalement nous avons besoin de résolutions. En quoi cette réunion de crise nous apporte, nous amène? Quand le ministre de la Communication invite le ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, ça ne se fait pas.
automatiquement, il doit céder la place au vice-premier ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui a tenu le présider la réunion. Par humilité. C'est lui qui a présidé la réunion, c'est lui qui a fait les comptes rendus, c'est lui qui a fait les interviews. Écoutez, tout. ce sont des choses que nous sommes en train de découvrir, la gestion calamiteuse de ces régimes. Calamiteuse. Oui, calamiteuse de ces régimes, nous sommes en train de voir. Moi, je ne peux pas... Qui préside? C'est lui qui préside une réunion et le vice-premier ministre est là. Ça ne se fait pas. Je suis DG, c'est le DGA qui préside une réunion. Moi, et vous-même, vous prenez part. Je prends, c'est quoi ça? C'est aberrant. C'est minimiser les responsabilités. Est-ce que le pouvoir au Congo est désacralisé? Oui, ça. Si c'est comme ça, c'est que tu es en train de dire, s'il a présidé cette réunion-là, dont les ministres des Affaires étrangères étaient là, moi, ministre des Affaires étrangères, je ne viendrai pas. Alors, M. India, on a vu, je ne viendrai pas. Par illustration de Congolais, on a vu un autre jour, il va présider une réunion, le Premier ministre est là. Du Conseil de sécurité. Alors, c'est compliqué. Alors, je voulais... c'est ça. On a vu comme par feuilleton. Attendez. Mais tu m'as posé une question importante. Quelle est la part? La part de la RDC. Je vous ai dit que nous sommes pratiquement les deux pays qui se ressemblent. C'est-à-dire, nous avons l'uranium. En quoi ça nous concerne? Nous avons le pétrole, ils ont le pétrole. Nous avons le gaz, ils ont le gaz. C'est presque, ça peut nous intéresser. Les géostratèges peuvent attirer leur attention sur les enjeux que peut porter cette opération-là. Pour que nous fassions quoi? Pardon? Nous devons être prudents. Et c'est ça le rôle en quoi? C'est ça le rôle. Parce que vous imaginez, M. India, si c'est que Poutine a fait, il l'avait fait au Congo. Je crois qu'il allait prendre 5 minutes. Est-ce que vous savez que les Russes sont en stationnement ici en République centrafricaine? Pourquoi? Ils sont en stationnement. Mais c'est eux qui c'est pas un peloton qui est là. Ils font quoi là-bas? Ils sont en guerre. Les diamants qui continuent l'affaire de la République centrafricaine avec les Séléka et les autres, les groupes armés qui sont là-bas. Les Russes sont en train d'aller vers le Mali, ici à côté de nous. Non, mais nous allons faire quoi? Avons des géostratèges russes. Est-ce que vous ne voyez pas, M. India, que notre problème devrait commencer par... Donc, le problème, c'est quoi? Attendez, je vous pose la question. Attendez, oui. Le problème, c'est quoi? De la même manière que les Chinois commencent à envahir l'Afrique, surtout le Congo. Les autres États, pas seulement le Congo, il faut aller au Cameroun, il faut aller au Sénégal, il faut aller en Côte d'Ivoire, il faut aller à les grands enjeux. Mais là-bas, ils vont de façon réglementée, hein? Ils ne vont pas comme ils veulent. Hein? Ils ne vont pas exploiter les matières premières là-bas. Ils exploitent. Mais ici, quand vous venez, les Chinois ont des carrés miniers. Ici, au Gabon, ils exploitent. Non, de façon réglementée. Il y a des textes qui régissent. Ici, chez nous, un Chinois peut venir et puis il s'en va, il l'exploite, il met dans les sacs, il part. Bon, moi, je ne peux pas entrer dans ça. Oui, mais ce sont des choses à dénoncer parce que... Poser la question. Nos agents de sécurité qui sont là-bas, ils les dénoncent de temps en temps. Et vous, si vous quittez ici, vous allez en France. Quel est le travail que vous faites en France? Vous êtes aussi des indisciplinés quand vous faites ça. Laver les assiettes. Non. C'est pour cela qu'on dit toujours on a échappé au contrôle de la sécurité. C'est-à-dire, c'est pourquoi l'État met à la disposition de notre public les services de sécurité. Or, la différence entre les services de sécurité et les services de renseignement, c'est ici. Les services de renseignement n'ont pas qualité d'arrêter comme ils sont en train de faire. Les citoyens. Ils devaient faire des études et analyses. Tu vois comme des problèmes ici. Ils vont recouper le travail et mettre les données à la disposition du président pour attirer son attention par rapport... Leur rôle n'est pas d'arrêter les opposants, les journalistes et tout. Non, même ces gens-là, les affaires étrangères, vous savez, vous entrez dans un pays, la première des choses, un pays est fort au travers le ministère de la communication, donc la communication. Un pays est fort à travers les services de renseignement. Un pays est fort au travers le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Si vous voulez voir la physionomie d'un pays, c'est à travers les trois. Chez nous, ça n'existe pas.
quand vous allez regarder, les services de renseignement, leur travail, c'est d'être au bureau à 6 heures ou à 5 heures. Ils sont là au bureau. Et ils quittent le bureau en retard. Parce qu'ils sont là pour manger, recouper les données. Les informations qu'on leur donne. C'est pas là. Les arrestations sont de l'apanage des services de sécurité, c'est-à-dire la police, dans des états normaux. Et les parquets. Et d'ailleurs, un ministère comme un ministère des Affaires étrangères, les derniers à recruter dans ces ministères, c'est comme je disais, des licences. Est-ce que le service de renseignement américain ou français peut arriver à arrêter un citoyen à cause de l'expression? Non. Je ne pense pas. Non, je crois. C'est la police. Est-ce que à défaut, l'FBI vient pour si tu représentes une menace. Oui. Quand tu es un danger. Oui. Un type comme Kouzekissa, même s'il parle ici, aucun impact. Et moi, pourquoi les renseignements, les services de renseignement doit avoir un focus. Et c'est comme ça que non, le jour où nous aurons la facilité de diriger, nous allons arrêter tout ça. Mais vous avez déjà dirigé, on ne va pas changer de sujet. J'ai dit, les jours où nous aurons l'attitude. Pourquoi ces intelligences ici, vous ne les avez pas mis aux côtés de Kabila? Pourquoi pas? On dirait que vous en parlez plus tard. Non. Mais c'est une question que tu as posée. Nous avons travaillé sur la réforme des services de renseignement. Mais vos services de renseignement auraient nous avons humanisé. Attendez, nous avons demandé. On a dit que l'humanisme est venu avec Tshisekedi, ce n'est pas vous. Quittez quand même. Ne volez pas les. Parce que vous n'avez pas l'histoire. Ambo? Oui, vous n'avez pas l'histoire. Donc ce n'est pas le président Tshisekedi qui a humanisé le service de renseignement. Non, vous n'avez pas l'histoire. Je vais vous dire quand est-ce que l'humanisation des services avait commencé. Quand? La DIMEAP extérieure était à chose. La maison là de Setiale, c'était au port. À cause du principe de l'humanisation, cette maison là a été cédée et on a construit un bureau. Le problème c'est les bureaux, le problème c'est les traitements que vous réservez à ceux que vous arrêtez. Je suis en train de venir. Oui, allez-y. Pour commencer la construction de ces bureaux, on avait cassé tous les cachots à qui même des problèmes de droits communs. À l'époque, le président Kabila avait refusé. Il avait instruit que non, tous les problèmes du droit commun doivent aller au fait à la police et au parquet. C'était une instruction. Mais écoutez. C'était respecté. Vous savez, nous sommes au Congo. On peut commencer un mois, une année. Non, mais c'est ça le leadership faible. Quand vous êtes un chef, vous devez décider. Ne dites pas nous sommes au Congo. Changez ce Congo-là. Vous devez décider en ayant l'information avec soi. Mais ça servait à quoi le service qui était à sa position? Mais j'ai dit ceci. Vous devez, quand c'est le même service qui est habilité à mettre l'information à la disposition, ce même service censure l'information. Comment le président, il n'est pas magicien, comment il saura que non, l'instruction qu'il avait donnée, c'est comme le cas aujourd'hui. Les cachots, tous les cachots clandestins ou tout ça ont été fermés. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tchalamouane a été, et les autres, comment ça se passe? Nous avions un problème d'un autre conseiller qui est. C'est pour vous dire. Quel conseiller? Vous ne terminez pas l'idée, c'est ça le problème. Non, mais c'est pour vous dire ceci que non. Les chefs peuvent avoir une bonne volonté. Mais c'est l'application qui pose problème. Mais quand est-ce que les chefs, est-ce qu'on dirige par la volonté ou on dirige par un leadership fort? C'est-à-dire quoi? Poutine dit, nous allons mener une guerre, une démilitarisation avec l'Ukraine et chose faite. Mais le problème avec vous, c'est quoi? Vous dites la chose, le leadership est faible, vous n'arrivez pas à accomplir ça, vous commencez à faire endosser la responsabilité sur d'autres personnes. C'est pas comme ça. Je vous réponds techniquement. Oui. Vous savez la différence entre Poutine et les Européens? Poutine, c'est quelqu'un qui agit. Il agit. Non, on fait la différence avec les Congolais. Non, attendez. D'abord avec les Congolais. Mais nous sommes maintenant ici avec la politique interne. Mais tu discutes quoi? Je ne discute pas. Parce que nous sommes des produits des Européens.
C'est-à-dire que non, Poutine, c'est que quand il dit quelque chose, il accomplit, il agit. Et le président congolais? Oui. Macron avait dit à Poutine que non, si on entre en Ukraine, nous frappons. Nous, les Français, nous frappons. Mais jusqu'à aujourd'hui, il a dit qu'il y aura des représailles. Mais Poutine a dit à la Finlande et à la Roumanie, si vous osez, vous aurez des représailles. Et avant-hier, Poutine a dit, bon, comme il entre, il dit que non, il va aller intensifier les guerres dans tous les territoires. Il en a fait. Hier, il a intensifié les guerres. Il a même pris les villes en attendant de mettre en étau Kiev. Aujourd'hui, vous connaissez l'article 5 de l'OTAN. L'article 5 de l'OTAN dit ceci. Et c'est là où le Poutine est en train de provoquer. Qui dit ceci. Beaucoup de gens n'ont pas encore lu cet article. Il dit tous pour un pour tous. C'est-à-dire quand vous provoquez quelqu'un membre de l'OTAN, tout le monde vient. Or, ici, il attend. Poutine est en train d'attendre. Alors, au fait, quand vous dites... Vous déplacez ma question, attendez. Vous aviez déplacé ma question. Non, je n'ai pas déplacé. Nous sommes dans une situation interne ici. La situation interne, c'est laquelle? Il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Kabila, dans un système dont M. India Omar s'est retrouvé, 18 ans après. Les services de renseignement, avec toutes les leçons que vous nous donnez aujourd'hui, on ne les a jamais sentis. Félix Tshisekedi arrive, il arrive quand même, il demande que les cachots de l'ANR soient fermés. Bon, fermés ou pas fermés, d'autres ont été fermés, d'autres sont encore ouverts. Il y a encore des gens qui sont arrêtés là-bas. Qu'à cela ne tienne. Au moins, il y a un pas. Mais ça nous donne l'impression que vous, quand vous parlez... Il y a un pas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quand des cachots ne sont pas fermés. Je vais vous citer les cas. Il y a eu, à l'époque de Kabila, des gens qui étaient arrêtés 6 mois après sans savoir où ils étaient partis. Aujourd'hui, quand on t'arrête, au moins, on peut savoir que tu es à l'ANR, mais on a l'information. Ta collègue là, qui? La dame là, qui est... Tatiana. Oui. Elle a fait combien de temps? Elle a fait 13 jours. Elle a dit qu'elle a fait plus de 2 semaines. Oui, mettons 15 jours. Ouais. Mais on savait qu'elle était là-bas, dès le premier jour. Mais avec Kabila, 6 mois sans savoir où vous êtes. Elle a dit qu'elle avait trouvé des gens qui avaient déjà... C'est sa communication, c'est pas moi. Qu'elle avait trouvé des gens. Elle est en train de parler. Mais actuellement, elle est recherchée, non? Encore? J'ai entendu. Je vais l'appeler, je vais m'enquérir de la situation, je ne suis pas au courant. Elle est recherchée, elle est dans un bouquet en train de... Elle dit que non, elle est toujours pourchassée. Est-ce que vous êtes au courant que Jakindala et Malengagno, mon jeune frère Malengagno, tous deux ont été amnistiés par une ordonnance du président de la République? Mais ils sont encore en prison. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas le président de la République parce que les pouvoirs du président de la République... Mais il se fait que l'administration a ses caprices. Ah bon? C'est comme ça que non, tu peux aller, un président de la République dit que non, monsieur, tu sors. Toi, tu dis non, non, il ne va pas sortir de cette manière-là. Mais ceux qui ont été dans la commission, qui ont fait... C'est quel genre d'administration? Parce qu'aujourd'hui, si un juge veut à ce que tu sortes de la prison aujourd'hui, même à 17h, le dossier va aller vite. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est... Mais regardez... Est-ce que Félix Tshisekedi Attendez. Je repose la question que vous avez soulevée. Une minute. Oui. Mais notre jeune frère qui... Massaro. Daniel. Oui. Il a fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il est là. Il est sans dossier. Il a été arrêté de l'époque du FCC Cash. Mais il est sans dossier. Mais sous FCC Cash. Mais il est sans dossier. Pourquoi il moisit en prison? Mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on vous cite les gens que vous avez arrêtés, vous? Cher ami, on ne vient pas rééditer l'histoire. Très bien. On vient changer. On vient changer les paradigmes. Très bien. Moi, je suis sociologue. On ne vient pas rééditer et faire le pire qui se fait aujourd'hui. C'est ce qui fait le pire. C'est dit, on ne vient pas rééditer l'espoir et faire le pire. Vous savez, dans les règles du jeu,
Quand on vient pour les changer. C'est pour transformer la société et améliorer ce qui n'a pas été bien fait. Je te donne un exemple. Est-ce que vous savez pourquoi le président turc est venu et comment il est réparti? Dans quelles conditions? Le président turc est arrivé ici pour des dossiers de contrats, du genre construction de l'aéroport. C'est dans ces dossiers-là. Il est venu parce que maintenant on a changé les Chinois par les Turcs. Si vous n'êtes pas informé, c'est un nouveau dossier qui commence. Mais c'est quoi le On ne vous a pas dit. C'est quoi l'infraction? Mais les dossiers étaient déjà mieux planifiés. Oui, mais on a trouvé que l'opportunité... Vous laissez 3 ans. 3 ans. Kabila a lancé... Parce que là, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Kabila a lancé ses projets à la sortie de son mandat. Il lance un projet. Et les autres, s'ils avaient une bonne manière de pouvoir suivre la continuité de l'État, ils devaient venir et lire les projets et continuer. On a trouvé beaucoup de fraudes à l'intérieur. On a trouvé beaucoup de faux. Mais on doit corriger. Si on trouve beaucoup... Oui, c'est comme ça qu'on a donné au... Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est un contrat. Il faut l'annuler. Mais si demain, on peut envoyer ces dossiers dans les vautours, comme vous le dites, et que les pays, une année ou 2 ans plus tard, soient condamnés pour ce genre de choses. En fait, on ne réunit pas les contrats comme ça, chers frères. Moi, à leur place, qu'est-ce que je voulais faire? C'est de venir, s'il y avait des flous là. Vous dites qu'il est rentré avec les mécontentements. C'est quoi les mécontentements? J'ai dit. Pardon? Vous avez dit que le président turc est rentré. Il est parti inaugurer des choses au Sénégal. Et ici, tu as vu les querelles de la maison. Une maison qu'on devait donner aux Turcs. Et on dit que la maison appartenait à Maman Olivo, en êtes-vous avec les dossiers? Mais est-ce que la spoliation, c'est Tshisekedi qui voulait le faire ou le régime? Le problème avec vous, c'est que vous n'êtes pas clair. Vous avez toujours peur de dire des choses. C'est quoi les problèmes de cette maison? Vous êtes dans... Ça s'appelle... Attendez, monsieur India. J'ai dit ça s'appelle... Attendez, vous êtes dans le petit pic pour un dossier qui concerne... Il y a un dossier... C'est quoi les problèmes de cette maison? Expliquez un peu le Congolais. C'est quoi le problème de la maison? Maman Olive, c'est une maison qui appartient à Maman Olive. Elle est la 3e, donc je peux dire, propriétaire de cette maison. C'est-à-dire il y avait des propriétaires avant. Elle a acheté en bonne et due forme. En bonne et due forme. Il y a eu un jugement. Le jugement a été fait au niveau de l'appel, en bonne et due forme. Il a son certificat d'enregistrement. Il a tous les documents avant de commencer la construction de cette concession. Il a tout. Il a tout. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que, on dit, c'est un bien public de l'État. Oui, mais quand c'est un bien public de l'État, il faut confisquer, non? Mais non, attention. Les biens mal acquis. Attention, c'est un ancien bien public de l'État. Allons sur le plan. Qui a acheté? Qui a vendu? Allons sur la procédure. Il y a une différence entre un bien public de l'État, comme les camps Kokolo, comme Palais du Peuple, comme les routes, parce que là, les routes, on ne peut pas venir construire une maison. Ce sont des biens publics, comme Stade de Martyrs. L'État a ses maisons aussi. Mais c'est dit, ça s'appelle bien privé, comme les véhicules qu'on a déclassés à la présidence de la République après notre départ. On a déclassé? Oui. Qui a déclassé? On a remis aux particuliers. On a remis à qui? J'ai dit ceci. Aux conseillers, aux autres. Donc les véhicules que vous aviez laissés... J'ai dit ceci. Ça s'appelle bien privé. Les biens privés. La seule autorité qui a l'habilité de déclasser, c'est le ministre qui a la charge de son secteur. Mais qui lui a vendu cette maison? Pardon? Qui lui a vendu cette maison? Mais c'est l'administration. L'administration, c'est qui? L'administration n'est pas la personne morale. Qui a signé? Je vais commencer par dire. L'administration a vendu cette maison à un particulier.
et le particulier a vendu cette maison à un autre particulier. Vous voyez déjà qu'il y a un faux dans tout ça, parce que selon l'autre partie, nous avions entendu, alors il y a une communication, un article qui circulait là-bas pour dire l'État n'a jamais vendu ces maisons. Les maisons, on donne aux agents et fonctionnaires de l'État. Mais c'est dans le cadre de la spoliation sous Kabila que cette maison a été confisquée. Non. Oui. Les jours où vous serez avec mon vieux Kiakwama, Kakiziki. Gilbert, il va te dire, parce qu'à cette époque-là, il était ministre des Finances. Tu vois les quartiers là, l'avenue des Citronniers, les quartiers où il y avait Télé 50, même les maisons, tous ces quartiers-là, toutes ces maisons-là étaient des maisons de l'État. C'était les villas, c'était à l'époque, Kalina, c'était des maisons qu'on appelle dans les domaines privés de l'État. Parce qu'un jour, vous allez aussi vous poser la question pourquoi les sénateurs a acheté cette maison. Quel sénateur? Mais j'ai dit, un jour, vous allez dire... C'est quel sénateur? Tout le monde... Vous parlez de quel sénateur? André Kimbuta. Hein? Vous voulez parler du côté de la maison d'André Kimbuta? Non, mais je te dis, c'est pour te dire, vous allez encore vous poser la question à Limité, pourquoi on a c'est parce que c'était une maison du lac, donc Erzaïr. Quoi, le siège de l'IDPS? Non, mais il y a toutes les maisons, c'était des maisons de l'État. L'État. Attendez, vous parlez, à Limité, vous parlez du siège de l'IDPS ou la maison de Tiens Tshisekedi? Laissez-moi que je suis en train d'analyser. Ça s'appelle bien. Ce sont des informations, ce n'est pas l'analyse. Donnez-nous les informations. Que vous ne savez pas. Oui, qu'on ne sait pas. Quand vous déterminez même les lieux, ça veut dire que non, vous connaissez mieux. Oui, mais quand vous dites Limité, vous parlez du siège de l'IDPS ou la résidence de Tiens Tshisekedi? Mais c'est différent d'une maison que vous avez construite en Sélé, où vous avez trouvé un terrain. Toute la partie Kalina, ce sont des maisons de l'État qui étaient... Donc la maison qu'habitait Tiens Tshisekedi, là, c'est une maison de l'État. Vous voulez crier, hein? Oh, je ne crie pas. Nous sommes sur les dossiers de Maman Olive. Non, mais vous avez fait un rapprochement. C'est très important. Bon, maintenant, je vais enlever là. Donc, Kalina, le quartier Kalina là, c'était un quartier privé de l'État. C'est un domaine privé. Ce sont des villas. Mais comment les gens les ont acquis? C'est bien. Pas des procédures normales. L'État aujourd'hui, comme on avait fait avec les maisons des SNCC, Camino, Onatra, l'État peut se retrouver à un certain moment qu'il est en difficulté. Il cède, il vend ses biens. Par une chose est de vendre, une autre chose aussi, parce que le problème avec les Congolais, dès que vous êtes au pouvoir, au lieu d'acheter, vous confisquez à l'État. C'est bien. Mais écoutez, mais quand vous avez des documents, vous connaissez la signification? Les documents, vous pouvez toujours les faire ici. À l'époque, mais écoutez, vous aviez les pouvoirs. Au niveau de la justice aujourd'hui, quand vous avez... On dit qu'à votre époque, là, il ne faut pas parler de la justice. Parce que vous avez arrêté un DG de la RVA qui est acquitté aujourd'hui par la Cour de cassation. C'est la dernière cour. Un procureur de la Cour de cassation peut arrêter un procureur général de la Cour constitutionnelle, il peut arrêter pratiquement, c'est la cassation, ça s'appelle cassation. Quand Bilingue, il est acquitté aujourd'hui. Mais est-ce que Abdallah, vous pouvez, le fait de l'amener en prison, vous pouvez le dédommager? Et il doit, normalement, comme il a quitté. Vous avez dédommagé Edi Kapen. J'ai dit, comme il a quitté. Vous avez dédommagé Edi Kapen. J'ai dit, comme il a quitté. Vous avez dédommagé Mokia. Vous avez dédommagé Diongo. Vous avez dédommagé l'autre qui est Wanga. Est-ce que vous voulez que je... Voilà comment... C'est ça le problème. Diongo était dans un dossier où il a tapé un major. Il a séquestré un major et le major là a été tabassé. Il dit que c'était faux. Bon. Il s'agissait de la haine que Kabila avait. Mais les gars, là, on l'a trouvé dans... Kabila est venu faire quoi? Dans un dossier. Kabila est venu faire quoi? Parce que les militaires étaient dans la parcelle. C'est Kabila qui avait envoyé les militaires là, de tirer les militaires jusque dans la parcelle, des gens là jusque dans la parcelle. Cher ami, soyons. Donc, ce qui se passe aujourd'hui,
avec les morts ici, c'est-à-dire il y a quelqu'un. Quelqu'un qui Félix Tshisekedi. Mais pourquoi, pourquoi vous faites allusion? C'est que je ne suis pas d'accord avec vous et que sous Kabila, on dit quand il y a des morts, c'est sur la tête de Kabila. Sous Tshisekedi, quand il y a des morts, vous dites non, s'il y a quelqu'un. Moi, je suis pas. C'est comme l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. Non. La différence entre vous n'en avez pas la capacité de vous exprimer. La différence entre nous et l'IDPS, nous ne sommes pas dans les conclusions hâtives. Nous sommes des intellectuels. Vous êtes des intellectuels. Oui. Et ils sont quoi? Je ne sais pas. Ils sont là, ils viennent. Non, si vous êtes des intellectuels, et ils sont. Le contraire de l'intellectuel, c'est quoi? Non. Nous, on réfléchit. Ce que j'ai dit, non? Laissez que je te Non, mais dise. le problème, c'est que quand vous êtes intellectuel, eux, ils sont quoi? Mais quand quelqu'un qui vient sans preuve, il vient, il dit de ces histoires-là, il part. Il part. Eh bien, écoutez, il faut les laisser. C'est son jugement. C'est pas la fin du monde. Moi, je ne peux pas venir ici, mais je suis quand même quelqu'un qui raisonne. Je ne peux pas croire que non, c'est le président qui est venu avec l'arme pour les tuer. C'est sous son régime. On dit que c'est sous son régime. Pardon? À l'époque de Kabila, c'était sous son régime. Est-ce que nous sommes obligés? C'est ça la différence. Est-ce que nous sommes obligés à les imiter? Nous ne ferons pas la même chose. Nous comprenons leurs limites. Et vous n'allez pas nous demander à se comporter de la même manière que eux. Nous, on vient pour changer. On va leur démontrer en 2024 comment nous allons changer ce pays. On va venir avec un défi de changer. 2024? Oui. C'est quoi en 2024? Vous allez faire quoi? Mais il ne sera plus. Mais vous serez où? Il y aura un deuxième sénateur à vie en 2024. C'est qui? Félix Tshisekedi. Écoutez. Donc un ancien sénateur à vie deviendra encore président ou parmi vous allez vous choisir quelqu'un d'autre? Quelle est la loi qui l'interdit Donc en 2024, Kabila redeviendra président? Mais nous, ce n'est pas comme eux. J'ai dit, non. Les principes politologiques est très... Attendez, les principes politologiques est très clair. On ne peut pas s'autoproclamer comme ça aujourd'hui, au moment où nous sommes à court mandat, que bon voilà, je deviens candidat. C'est d'abord c'est manquer du respect. Violer la loi électorale. Attendez, c'est d'abord violer la loi électorale. Deuxièmement, c'est de manquer le respect envers vos partenaires. Quels sont les partenaires? Les partenaires, pour nous. Lui, il n'a plus de partenaires. Tout le monde est à l'union sacrée. Lui, il est le chef à l'union sacrée. Il n'a pas de partenaires là-bas. Il a des disciples. Kabila, c'est un homme discipliné. Et qui la politique dit ceci. Qui n'est pas discipliné? Non, Kabila, c'est un homme discipliné. Qui n'est pas discipliné? Laissez-moi terminer ma phrase. Non, mais c'est important, non, parce que vous masquez. Ce n'est pas important. Moi, je parle de Kabila. Kabila, c'est un homme discipliné. Très bien. Kabila respecte les partenaires. Kabila, il connaît les principes politologiques. C'est le congrès qui désigne un candidat. Tant qu'il n'y a pas un congrès du parti, je ne vois pas aujourd'hui comme ça, tant qu'il n'y a pas une loi électorale. Je ne vois pas aujourd'hui, la CENI ne nous a pas, d'ailleurs, parce que la CENI est dans la poche de quelqu'un. De qui? Mais écoutez, j'ai dit dans la poche de quelqu'un. De qui, monsieur India? Dans ta poche. Je voulais avoir cette réponse. La CENI... Moi, je ne gère pas la CENI, malheureusement. Je suis désolé. Et d'ailleurs, pour le moment, c'est comme nous l'avons dit, nous avons même dit au secrétaire général des Nations Unies adjoint que le FCC ne se reconnaît pas en Mukendi. C'est qui? C'est Mukendi ou quoi? Son nom, c'est qui? Tu veux me dire que tu ne connais pas le nom du président de la CENI? Non, je ne le connais pas. Il n'est pas président de la... Pour nous, il n'est pas président de la CENI. Mais qui va vous amener en 2024? Il y aura un autre président de la CENI. Vous allez faire partir Kadima. Par quel mécanisme? Il ne faut pas rêver debout. Je suis arrivé ici. Apparemment, vous rêvez debout. Je suis arrivé ici. Je t'avais dit qu'il n'était pas un homme honorable. Non, alors, après tu avais d'abord dit qu'il ne deviendra jamais président de la CENI. C'est ce que vous aviez dit, mais il est devenu. Vous ne comprenez pas. Je t'ai dit qu'il n'est pas un homme honorable. Pourquoi? Plus tard aujourd'hui, nous avons un véritable jugement de notre Kazadi, Nicolas, qui a dit qu'il n'était pas, regardez, qu'il n'était pas honorable. C'est lui qui nous a enseigné sur cette affaire de surfacturation. Déjà, le ministre des Finances doute de sa crédibilité.
Mais comme vous parlez des élections... Et il est dans les mêmes partis, tous 4, les Kazadi, à qui nous avons vu... Donc 4 Kazadi. Oui. C'est-à-dire? Vous connaissez. Mais c'est quoi votre peur d'aller aux élections? Pardon? On va terminer par ça. C'est quoi votre peur d'aller aux élections? Non, nous voulons les élections. Alors, Kadimé, là, il faut avancer. Non, les élections doivent être une affaire de tout le monde. Nous devons obtenir les consensus autour des animateurs. Est-ce que vous, sous Kabila, il y a un consensus que vous aviez obtenu? Exact. De temps en temps, les opposants claquaient la porte au Parlement là-bas et puis sortaient. Qu'est-ce que vous appelez opposants? Les gens de l'IDP, c'était à la CENI. Kalamba, vous connaissez Kalamba? Oui, mais c'était leur droit, non? Ouais, non. C'était la loi électorale. Dis-moi, qui a été envoyé par l'opposition parlementaire? Quel est l'élément qui a été... L'IDP, c'était à l'opposition. Mais il a envoyé Kalamba. Oui, mais c'est ça, non? Mais nous avons envoyé qui? Parce que vous avez refusé. J'ai dit non, Kalamba était travaillé. Non, j'ai dit vous avez refusé d'envoyer quelqu'un. Envoyer qui? Et l'église catholique... Parce que Manara vous a roulé, tout, et puis l'histoire a mal marché dans votre propre camp. Parlons autre chose. Okay. Ouais. Alors, il nous a roulé, il finira peut-être... Nous avons besoin... Ce pays a besoin de grands esprits. Il n'a pas besoin de petits hommes. Bon, les gens disent que les grands esprits, hein, ce n'est plus, les kabylistes ne peuvent plus parler des grands esprits. On n'a pas besoin des gens qui courent vers l'argent. Écoutez, la dignité et l'honneur ne s'achètent pas au marché, Zando ou Gambela. Tu vois, préfère de mourir. On dirait, vous avez, après avoir été à l'opposition, c'est normal. Vous êtes maintenant bien préparé pour gérer les pays, j'ai comme impression. Oui, c'est normal. Parce que quand vous étiez au pouvoir, tout ça, on entendait. Barcelone se prépare après les échecs, après l'accumulation des échecs. On a vu un secrétaire permanent du PPRD casser l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous dites la dignité ne s'achète pas. Dans ce pays, avec Kabila, on a tout vu. Parce que vous n'allez pas accepter que nous, je place un mot. Allez-y. Oui. Allez-y. J'accepte. Cher ami, désormais, tu sais pourquoi Néhémie Moulania a publié son livre. Et quand vous regardez... ça portait sur Joseph Kabila, je ne sais pas, quelque chose comme ça. La République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila. Devoir de mémoire. Et chaque page a une référence. C'est-à-dire, et ce sont les données certifiées qui viennent de la Banque centrale. Donc, vous avez exprimé votre frustration dans ce livre-là. Donc, vous avez regroupé toutes les frustrations des kabylistes. Maintenant, vous avez imprimé ça. Tu sais, c'est toi qui exprimes les frustrations. Ça, c'est l'IDPS qui a dit. Hein. Non, c'est toi qui exprimes les frustrations ici. Oh, comment ça? Moi, je ne suis pas frustré. Oui, apparemment. Non. Après avoir posé toutes tes questions sur la guerre, sur l'opération militaire spéciale, tu trouves que non, l'endroit le plus facile, c'est de venir. Parce que là, peut-être les choses devraient commencer à aller devenir de plus en plus complexes. Non, c'est pas mais possible. nager. On a terminé l'émission. Non, qu'on vienne. Non, attends. Mais l'IDPS a dit que ces livres-là rassemblaient les frustrations. Quel est l'IDPS? Vous parlez de quel IDPS? Il n'a jamais lu le livre. Ils ne prennent jamais le temps pour lire le livre. Vous me parlez de quel IDPS? IDPS Tshisekedi. Ils ne prennent jamais le temps. Ils sont, tu vois, le premier jour. Tu sais, un scientifique, quand on publie un livre, il cherche à acheter les livres. Et il commence. Ce n'est pas le fait de voir Mauve en train de dire et vous voulez vite répondre. Non. Quand vous ne maîtrisez pas, quand vous ne lisez pas, n'allez pas répondre. Parce que Néhémie est véridique. Néhémie est très objectif. Nous avons les vidéos du gouverneur de la Banque centrale. Nous avons les données qui proviennent de l'INES, Institut national de statistique. Nous avions des données qui viennent de tous les ministères, signées par les ministres, c'est-à-dire certifiées. Ce sont les données certifiées de ces livres. Nous avons mis à la disposition des gestionnaires actuels de regarder ce que nous avons fait. Et nous, on ne vient pas... Non. Il y a même des détails. Allez regarder les routes. Vous retrouvez les routes.
Parce qu'aujourd'hui, même les ponts routiers ici, qu'on appelle les sauts des moutons, malgré déjà détériorisation de ces ponts-là, avec les, tu vois, les deux, en fait, comment ça s'appelle, les sauts des moutons de Massina, c'est déjà troué, hein, avec des fissures. Il faut monter là-bas, vous regardez, c'est troué. Un jour, un véhicule va tomber là-bas. Donc il ne faut pas monter, hein. Ouais. Tu ne montes pas là-bas. Mais je ne monte pas. Pourquoi? Je monte. Regardez ce qui se passe ici avec pas 24 l'autre ici des ponts, petits ponts. Et il faut regarder. Pourquoi donc, il y a trop d'accidents? Tu ne montes jamais là-bas, hein? Il y a d'abord trop d'accidents. Les accidents tous les jours. Pourquoi? On dit que c'était les projets de Kabila. Tu sais que Dina fait que exécuter ça au nom de la continuité de l'État. Est-ce que ces gens-là qui ont fait ce genre de choses nous ont posé la question? Moi, j'étais à cette période, j'étais dans la commission au ministère de l'Environnement. C'est moi qui ai représenté les ministres de l'Environnement dans cette discussion. Et je me rappelle, j'avais dit que nous sommes, au fait, les nappes phréatiques n'est pas loin de la Terre. Parce que cet espace Kinshasa, qu'on appelle Kinmalebo, c'est un espace alluviométrique. On ne peut pas faire des choses pareilles dans cette ville. Parce que quand tu quittes ici, les jours où le fleuve va se fâcher, il va aller jusqu'à Lemba. Tu vois? Donc, j'avais interdit à cette époque, avec les études d'impact environnemental. Je crois que non, ils n'ont même pas fait ça, les études d'impact environnemental. Parce que quand on regarde aujourd'hui, on va voir qu'ils n'ont pas fait ça. Je leur ai dit, est-ce comme ça que non? À l'époque, les Wenga et les autres voulaient attaquer ces dossiers. Merci, monsieur. J'avais émis je crois que c'est très important ce que vous dites, mais la question, comme vous avez parlé du livre, moi j'aime bien les gens qui prennent le temps. Écrire un livre n'est pas ici ou là-bas. C'est question que chaque Congolais lise ça, c'est très important. Il apporte des critiques sur des pages. Mais on vous a tout de suite répondu qu'on n'a pas le temps de lire les rassemblements de frustrations. Donc vous avez recoupé toutes les frustrations, vous avez imprimé ça sous forme d'un livre. Donc on n'a rien à foutre. Vous avez tout de suite été recadré. Non, on n'a pas été recadré. On a été... Quand un cadre moyen arrive à la télévision, il ne prend pas le temps de lire ce qui est écrit. C'est l'exemple du professeur que vous appelez là, qui n'a jamais publié. Mais il est à la télévision. Quel professeur? Le professeur là, c'est pas. Il n'a jamais publié. Parlez de prof Mbata. Il n'a jamais publié. Aucun recueil. Même dans la revue, il y a un article dans la revue internationale, dans une revue internationale. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Excuse-moi. J'ai beaucoup de respect. Mais je viens de parcourir plusieurs thèses à la faculté de droit. Je n'ai vu aucune thèse qui fait référence à ces publications. Je ne sais pas s'il les publie où, mais il est plus publiciste au niveau de la télévision. Il a même c'est là où il vient contredire. Nyabirungu dit Nyabirungu c'est un pénaliste. Il avait dit à l'époque Nyabirungu est pénaliste déformé. Il faut éviter de donner des leçons de constitutionnalité à un constitutionnaliste. Je crois que Nyabirungu comme pénaliste, et puis il dit pénaliste de Kabila. Mais lui, il ne vous rate pas, le prof Mbata. Il ne vous rate jamais. Il est dans les diatribes. Tout le monde connaît que non, il est dans... Il faut demander... Tu connais Sambo Colombe? Sambo Colombe, je le salue. C'est un vieux à moi. Il a fini avec... Et on ne les voyait pas. On ne les voyait pas. On ne les voyait pas où? Au cours. Comment ça? Mais comment je dis, mais les gens, parfois, les gens s'étonnent. Comment les gars commencent à parler. Le problème, c'est l'intelligence de l'intelligence. Les gens s'étonnent. Les gens, dès sa promotion, s'étonnent aujourd'hui. Posez la question à Njoli. Un professeur, vous sentez que non, mais il est à la page. Tous les jours, il publie. Njoli, en fait, Sambo Colombe. Il publie. Il est à la page. Mais pourquoi vous ne publiez pas? Vous ne faites que... Bochab ne fait publier, il ne fait que publier les ouvrages à tout le temps. Vous-même, un article
Vous n'arrivez pas. Mais vous dites non, je suis constitutionnaliste. Mais non, nul n'est censé ignorer la loi. Merci. Oui. Alors, on doit terminer, c'est dimanche. Je dois vous Les projets Merci. 145 jours. Non. Oui, on va placer un mot. Il faut placer. Vous avez un mot? Oui, il faut placer. Projet 145 territoires. Oui. Rapidement, une minute. Oui. Non, vous allez me donner 5 minutes, c'est important. Non, 5 minutes, c'est Non, beaucoup. non, c'est important. Mettez 2 minutes. Non, c'est important. Chers frères, je suis étonné de ces régimes qui veulent nous mettre dans une difficulté. Ces fameux projets n'existent pas dans les rubriques budgétaires. Nulle part, ce projet-là est inséré. Un matin, les députés se sont retrouvés avec des papiers qu'on a mis à leur disposition. Ce projet n'a jamais été débattu ni à la commission qu'on appelle l'ECOFIN, ni à la plénière. Mais ils se retrouvent avec ces projets. Deuxièmement, ceux qui ont déjà lu la loi sur la libre administration des provinces, la loi sur les ETD, la loi sur la décentralisation et la loi sur la péréquation. Vous savez, nous avons des difficultés encore aujourd'hui d'installer la caisse de péréquation. Vont se rendre compte que les territoires ne sont pas des entités décentralisées, ce sont des entités déconcentrées. Or, aujourd'hui, la RDC est confrontée devant une difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a du vide. Les élections locales qui devaient se tenir avec nos amis n'ont jamais été l'objet dans leur imaginaire. Et s'il arrivait que les territoires, parce que les territoires ne signifient pas seulement les l'administrateur du territoire, arrivaient à gérer ce dossier, qui va contrôler ces territoires? On dit que c'est un projet de Kabila, non? Ça date depuis Kabila. Bon, écoutez, tous les gens vont... Vous m'avez demandé des minutes, j'ai attendu que je suis en train d'aller. Tous ces Kabila, c'est Kabila qui continue à bloquer. Deuxièmement, nous nous posons la question exactement. Comment ils ont réparti les financements? C'est aujourd'hui, c'est 2 milliards 500 millions par chaque territoire. Donc, à peu près, chaque territoire aura annuellement 1 250 000 $ pour faire un projet de développement à la base. Tandis que 1 million constitue 1 kilomètre. S'il faut asphalter, nous sommes en train de se poser la question, comment les territoires vont être liés entre eux? Par quel mécanisme? Avec cette façon de répartir. Merci. Terminez par Deuxièmement, et troisièmement, nous nous posons la question. Bafouassende, qui est un territoire, un seul territoire. Kinshasa entre dans Bafouassende 9 fois. Bafouassende, un territoire. La province du Kasaï oriental, la province du Kasaï central, entre 9 fois dans Bafouassende. C'est-à-dire, un seul territoire vaut 9 fois la ville-province de Kinshasa. C'est quoi la crainte? Terminez par là. Deuxièmement, un territoire comme Ubundu, dans la partie orientale qui fait jonction entre Maniema et province orientale, et la Chopo. Kinshasa entre 9 fois. Kasaï central, Kasaï et Kasaï oriental entre 9 fois dans cette province. Merci, M. India. Donc, je vais vous dire une chose. Quand on vient avec des gens, des projets là, il y a aussi la démographie. Moi, j'ai géré les parcs. Regardez le nombre d'habitants sur les territoires de Bafouassende ou les territoires de Bundu ou d'autres territoires plus grands. Vous allez vous rendre compte que non, c'est des chimères
votre fameux projet. C'est des chemins. Comment ça va s'appliquer? Et puis de deux, l'opérationnalité dans ces projets. Comment ça va se faire? Celui qui va oser de mettre en place ces projets, il verra son sort en 2024. Merci. Pourquoi? Mais vous parlez trop de 2024. C'est comme si vous êtes vraiment déterminé à avoir les pouvoirs en 2024, 23. Hein. On ne blague pas. Alors, la dernière question que je vais vous poser, c'est par rapport à l'organisation des élections de gouverneurs. Moi, je vous croyais aller... c'est le tic-tac. Je vous croyais aller... Non, à l'édition spéciale, il n'y a pas de tic-tac. Sauf si vous demandez. Ah, ça, c'est l'édition spéciale. Oui, sauf si vous demandez... Non, mais on vous laisse la libre... appréciation. La libre, alors, moi, je vous croyais aller comme candidat gouverneur. Hein, de quoi? dans une des provinces. Pour faire quoi? L'FCC, moi je suis discipliné, l'FCC n'est pas partie prenante dans ce genre de machin. Tu vois déjà que ça se complique. On a renvoyé Sinedi. Pourquoi? Parce que les choses, tu as vu comment les gens... On dit que c'était mal organisé. Non, d'abord, tu as vu, mon ami Jean-Lycée Boussa a claqué la porte. À l'Union Sacrée. Oui, mais il est ministre, non? Il y a... Mais tous les gens... Au Koto, tu l'as suivi? Il a aussi quitté. Non, Koto a dit qu'ils ne sont pas concernés. Je leur ai dit, pourquoi ils sont allés vite dans ce genre de choses? Je vous avais dit que non, c'est une histoire qui est... Mais pourquoi vous ne pouvez pas aller comme candidat gouverneur? C'est quoi? Ce sont des élections, non? Dans tous les cas, on ne te nomme pas. Tu vas compatir. Je ne suis pas indiscipliné. J'ai souscrit à un parti politique et c'est-à-dire une partie de ma souveraineté, je l'ai mis. Je ne peux pas décider à la place du parti. Non. Je ne peux pas me réveiller aujourd'hui et faire comme ça s'est fait à l'IDPS ou ailleurs. Non, je ne le ferai pas. Mais pourquoi cette crise? Là, plusieurs gouverneurs ont subi la même situation. Finalement, il faut c'est le désordre qui commence d'en haut. Quand vous regardez, ça a commencé où? Ça a commencé une guerre entre la présidence et l'institution cours et tribunaux. Vous avez vu des arrêts de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 députés constitutionnellement appelés encore Mbata, qu'ils viennent nous dire. Nous avons au moins aujourd'hui 11 juges dans ce pays. Et c'est acté. Les 500 députés, c'est tout à fait normal. Plus de 500 députés dans ce pays. Parce qu'il y a eu des députés qui ont été avalisés, qui ont leur arrêt premier. Et les autres qui sont venus après, qui ont leur arrêt. Donc, au fait, s'il faut aller par la légalité, c'est le même problème que nous avons aujourd'hui en Ukraine. C'est ça même le but, le nœud du problème. Depuis 1994, le problème a commencé avec la légitimité, le problème de légitimité qui a créé ce que nous sommes en train de vivre en Ukraine. Merci. Ici, c'est la même chose, nous avons aussi un problème de légitimation. Merci. Merci beaucoup, M. Oui. Ndiaouma. Donc, ce qu'il faut retenir dans votre tête, c'est que, quand je vous ai parlé même, nous avons des problèmes un peu similaires. Nous avons des choses... Donc, la situation qui se passe en Ukraine pouvait se retrouver encore ou après-demain ici au Congo? Nous avons des choses un peu qui... Parce que si là, on ne prend pas garde, est-ce que le Congo peut devenir Ukraine demain? Mais écoutez, nous avons toujours été menacés par les Rwandais. Parce que les Rwandais viennent toujours déclarer les droits d'ingérence. De la même manière que nous. Notre affaire ici, c'est qui? La Belgique. Vous savez, les Congo... il dit que non, ce n'est pas une création des Congolais, c'est une création de la communauté internationale. C'est ça les États-Unis, c'est ça la parole des États-Unis. Merci. Et c'est comme ça que nous, Congolais, nous disons non à la balkanisation. Ce qui se passe là-bas, d'abord c'est là où la balkanisation a commencé. Balkanisation, c'est ça. Si vous voulez aller... commencer, c'est de là où la balkanisation a commencé. Vous connaissez l'affaire de la Yougoslavie? Hein? Alors, merci beaucoup. Mais je dis, donc,
Non, nous, notre problème, c'est quoi? Nous sommes en train de rappeler l'histoire des relations internationales pour que les uns et les autres comprennent. Merci beaucoup. Oui, tu as vu. On doit terminer l'émission. 2004, hein, en Ukraine, vous connaissez, après la contestation de cette élection-là, de Kochov, qui était pratiquement un candidat ici du scrutin contesté. Et il y a eu beaucoup de massacres en Ukraine. Et le monde était stupéfait de voir. Merci. Ce qui est arrivé en Ukraine. Alors, on doit terminer l'émission, mesdames, messieurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre avec ce phénomène-là de Kazadi. Nous sommes en train de voir. C'est-à-dire que non, un choix qui est contesté par l'ensemble de notre peuple. Ça peut nous amener à une autre Ukraine demain. Mais écoutez, le Rwanda est en train de nous menacer. Alors, il n'y a pas longtemps, merci beaucoup. Il y a un vice-président d'un pays qui nous a insultés, que nous sommes des danseurs. Oh. Hein? Oui. Quel est le pays qui nous a insultés? C'est Kenya, oui. On ne nous a pas insultés. Moi, je ne suis pas danseur. Il faut dire à celui qu'on a insulté, c'est qui est danseur. Mais il a dit alors, pour nous donner du travail, parce qu'on arrive, les Congolais, les dirigeants n'arrivent pas à nous donner du travail, nous mettre au travail. Quand vous voyez à 11h les gyrophares, à 13h les gyrophares, donc ici, nos dirigeants sont remarqués par des gyrophares. C'est-à-dire, ils arrivent à 11h, ils retournent à la maison à 13h. Oui, ils terminent les réunions et c'est fini. Merci. Il est difficile d'avoir mesdames, messieurs, merci. Il est difficile d'avoir un ministre et fidélité concentré dans les dossiers. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Édition spéciale, ça en est terminé pour aujourd'hui. Nous recevions pour vous, monsieur India. Tout a tourné autour de la situation de guerre qui prévaut en Russie. Russie contre Ukraine, vous le savez. Qui prévaut en Ukraine. Oui, mais bien sûr, demain, ça peut se répercuter parce que hier, on a appris qu'il y a d'autres missiles qui ont quitté l'Ukraine pour Russie. Dans tous les cas, c'est une guerre qui est déclarée. Nous avions analysé sur les conséquences pour le cas de la RDC et notre participation dans cette affaire avec toutes les agitations qu'on a senties tout au départ. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Le rendez-vous est pris pour demain. C'est difficile d'atteindre directement la Russie si on ne passe pas par Biélorussie. Alors, merci, M. India, d'avoir été le nôtre. Merci d'avoir été le nôtre. On aura toutes les occasions prochainement. Passer par la Finlande, c'est difficile d'atteindre. La Russie est un peu... C'est comme ça que la Russie a profité. Il profite toujours par entrer. Regardez ce qui s'est passé. Dont l'Ukraine refuse... L'émission est terminée. L'Ukraine refuse d'aller aux négociations à Biélorussie. Il préfère aller à Ankara et ailleurs que... Merci beaucoup, M. India Omari, d'avoir été les nôtres de partager ce dimanche avec ceux qui sont à la maison. Merci. Tout le plaisir était le nôtre. Prochainement, on aura à programmer notre émission. Donné cette opportunité de venir un dimanche, hein? Moi, les dimanches, je ne sors pas généralement. Oui. Alors, on était venu parce que l'urgence s'imposait quand même, de manière à ce que nous puissions partager avec vous la réalité de la situation de l'Ukraine. Merci de votre confiance. Gardez contact, je voulais dire, à votre chaîne. Abonnez-vous massivement à CML13 Télévision. J'ai vu plusieurs personnes m'écrire de temps en temps. Ma page est l'unique et la seule. Louis-France Kouzikessa, recteur. C'est ma page Facebook. Et Louis-France Kouzikessa sur Twitter. Merci d'être nombreux là-bas parce que les échanges sont permanents. D'ici là, portez-vous bien. Oui, Louis-France Kouzikessa, recteur sur Facebook. Et puis sur Messenger, qu'est-ce que j'ai dit? Twitter, Louis-France Kouzikessa. Vous voulez que je fasse? Bon, moi, je suis le promoteur de l'école des communicateurs. À l'école des communicateurs, les promoteurs s'appellent recteur. Alors, ce n'est pas un titre autoproclamé. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.